Welcome to the Smart Factory. Bonjour à notre, c'est une nouvelle session de mercredi, Breakout Session en français, et nous avons vraiment la joie aujourd'hui d'inviter Monsieur Hervé Schweppes de Pixel Tech et Jacques, que vous connaissez maintenant, Jacques Michels, mon partenaire Inkish du Benelux, et moi, Yves Daviau de Ternay qui représente Inkish pour la France. Nous allons être ravis de pouvoir échanger avec Hervé Schweppes sur plutôt un aspect de l'imprimerie 4.0, qui est notre sujet de cette semaine sur la Smart Factory, mais plus concentré sur les automatisations en pré-presse. Et notamment, et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est comment accompagner justement les entreprises qui souhaitent se lancer ou aborder ces questions d'automatisation, et c'est pourquoi j'ai demandé à Hervé Schweppes s'il pouvait nous apporter à la fois son point de vue, mais surtout son expérience du terrain. Bonjour Hervé Schweppes, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et bien sûr votre entreprise également Pixel Tech? Oui, bien sûr, merci en tout cas pour votre invitation. Donc moi je suis Hervé Schweppes, j'ai 53 ans, je suis le co-gérant et le directeur commercial de Pixel Tech. Pixel Tech est une société en fait qui existe depuis 23 ans, dont le métier de base est l'impression numérique grand format. Nous sommes 17 collaborateurs, on réalise un chiffre de 3,7 millions d'euros. Et on a deux axes de compétences, la vente d'équipements, des imprimeurs numériques grand format, et la vente de solutions logicielles. Et dans le cadre de cette activité, nous avons développé la vente de solutions d'automatisation pré-presse, la raison de ma présence à cette présentation. Merci beaucoup Hervé. Alors, je vais lancer votre présentation. Alors déjà, merci Hervé pour votre présentation pour ma part, j'adore, j'aime beaucoup. Et pouvez-vous nous expliquer votre angle et ce titre, les 8 commandements de la vente d'automatisation pré-presse? Alors, lorsque vous m'avez contacté, Yves, en fait, on a échangé un petit peu sur l'imprimerie 4.0 et on a parlé effectivement de notre métier de base en fait, ou de notre axe en fait principal d'automatisation qui est effectivement la partie pré-presse, et on a réfléchi en fait à la façon dont on pouvait aborder ce sujet-là. Et en fait, moi, je suis un vendeur. Mon métier, c'est de vendre. Je suis pas du tout technique. Et je trouvais intéressant de partager avec, les personnes qui regardent cette session, les difficultés, les problématiques que j'ai rencontrées et comment on a réussi à surmonter ça d'un point de vue vente en fait. Et le fait d'expliquer quelles étaient les problématiques que l'on a en termes de vente, montrer quelles étaient les problématiques de nos clients. En fait, voilà. Donc c'est une présentation qui est axée sur la vente, mais qui permettra de voir quelles sont les problématiques, les écueils qu'il faut éviter lorsqu'on met en place une solution d'automatisation pré-presse dans une société d'impression numérique. Voilà. Donc après, 10 commandements, c'est juste le côté un peu joke du truc. Voilà. Bravo. Eh bien, on va commencer. J'aime bien taper des plaques en fait de marbre. À mon temps perdu, donc voilà. Bravo. Eh bien, on va commencer justement par votre premier commandement. Donc, ce qui est toutes les sociétés, tu n'essaieras pas d'automatiser. Donc ça, c'est très intéressant. Dites-nous en plus. Oui, en fait, ce qu'on a constaté lorsque l'on a mis en place des solutions d'automatisation, c'est que toutes les sociétés n'étaient pas éligibles à l'automatisation. Le premier point, c'est que il y a un certain niveau de chiffre d'affaires, un certain niveau d'activité qui, à mon avis, est un minimum pour pouvoir mettre en place des solutions d'automatisation pré-presse.
Pour moi, une société qui fait moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en print, en impression numérique, n'a pas suffisamment de volume, n'a pas suffisamment de grains à moudre pour industrialiser ses process au niveau pré-presse. Alors, cela ne veut pas dire que les cibles sont limitées, parce qu'il y a beaucoup de cibles, puisque très clairement, parmi nos clients, nous, en fait, on adresse des clients qui sont de typologies très différentes. Donc, on vient du monde de l'impression numérique grand format. Donc, évidemment, les premiers clients qu'on a équipés en automatisation, ce sont des imprimeurs numériques grand format. Mais on a également équipé des imprimeurs qui sont hybrides, donc des imprimeurs à la fois qui font de l'impression analogique, des offsetistes typiquement, et qui ont une partie impression numérique, ou alors des pure players impression numérique moyen format qui viennent nous voir maintenant parce qu'effectivement ils ont entendu parler de nos compétences et qui disent voilà, je sais que vous avez automatisé telle et telle société, donc est-ce que ça a du sens pour nous d'automatiser? Et on a également comme axe de développement les sociétés, les gens qui font du web, et qui font du web to print, parce que des problématiques d'automatisation. Et autre société, et ça c'est très intéressant, c'est les industriels qui ont mis en place de l'impression numérique pour faire des courtes séries personnalisées. Leur métier, c'est pas l'impression. En revanche, ils utilisent des moyens d'impression numérique pour produire des biens de consommation ou des biens industriels en courte série personnalisée. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est pas la peine d'essayer d'automatiser en fait une société qui n'a pas une dimension suffisamment importante. Pour moi, la barre, c'est 1 million d'euros en print. Parce que c'est un coût. Pour quelle raison, Hervé? Pour différentes raisons. C'est que d'une part, effectivement, les coûts d'investissement logiciels sont importants pour automatiser. Typiquement, nous, une solution d'automatisation complète, c'est en investissement logiciel, on va dire 30-35 000 euros. Donc, c'est un investissement important. Et d'autre part… Est-ce que tu parles à ce moment-là, je dirais, du hardware ou également le software combiné des uniquement, là, dans les 30-35 000 euros, pour moi, c'est uniquement la partie logicielle et les contrats de mise à jour de ce logiciel pendant 1 an. D'accord. Et la formation du client sur l'utilisation de ces solutions-là, ou le déploiement de ces solutions-là. Et après, il y a une fois qu'on a mis en place une solution, qu'on a vendu une solution d'automatisation chez un client, là, son travail commence. C'est que lui, il doit commencer à développer ses flux. Et là, c'est un investissement important. Donc, il faut des ressources humaines, des ressources financières importantes. D'accord, tout à fait. Le deuxième commandement, avec le chef d'entreprise, tu débattras. Alors, un des écueils auxquels j'étais confronté lorsque j'ai essayé de vendre des solutions pré-presse, c'est qu'au départ, j'ai essayé de discuter avec les responsables PAO ou les responsables du service pré-presse. Et en fait, très clairement, ces gens-là sont résistants au changement. C'est logique. C'est-à-dire que quand on essaye de changer des process dans une société, il y a forcément une résistance au changement. Et le principal écueil auquel j'étais confronté, c'était effectivement les opérateurs PAO, voire certains opérateurs, voire certains responsables pré-presse, ne souhaitaient pas automatiser parce qu'ils avaient peur de perdre leur job. Dans les faits, ils ne perdent pas leur job. Ils font un job plus intéressant ensuite. Mais ceci étant dit, c'est une crainte qui est humaine. Donc, c'est pour ça que désormais, lorsque j'essaye de convaincre une société qu'elle a besoin d'automatiser en fait ses process pré-presse, je m'adresse aux dirigeants de cette société et non pas à la personne en charge du pré-presse. Oui, il faut que ce soit en phase avec la stratégie de l'entreprise. Exactement. Et il faut qu'il y ait une vraie vision du dirigeant. Tout à fait. Dans d'autres domaines, les résistances ne viennent pas des mêmes personnes. Si on prend, par exemple, je vais citer comme autre typologie de clients que l'on vise, les sociétés qui font du web to print. Là, en l'occurrence, c'est pas la prod qui bloque. C'est plutôt le service développement, c'est-à-dire les informaticiens qui développent le site. Parce que eux, ils adorent scripter. Donc, en fait, quand on leur dit, on va vous mettre en place une solution qui va permettre d'automatiser, qui est basée sur les standards du marché, etc., c'est pas le service pré-presse qui bloque, c'est plus le service informatique
qui a peur de perdre du pouvoir dans le déploiement de ces solutions-là. Donc c'est pour ça que pour pouvoir entamer une démarche d'automatisation et une commercialisation de ce type de solution auprès de nos clients, il faut s'adresser évidemment au dirigeant d'entreprise, c'est lui qui va prendre la décision. Oui, je partage pleinement. Votre troisième commandement, devant les moutons à 5 pattes, jamais tu ne reculeras. Alors ça c'est amusant parce qu'en fait, alors dans le domaine du grand format, à chaque fois je dis voilà, on vend des solutions d'automatisation pré-presse. Notre métier c'est d'industrialiser tout ce qui est tâches répétitives sans valeur ajoutée au niveau du pré-presse. J'ai toujours la réponse suivante disant non mais nous en fait on fait pas des produits standards, on fait du grand format, on fait de la bâche, des vinyles, on fait des beach flags. On n'imprime jamais le même produit. Alors, dans les faits, c'est vrai, mais globalement, quel que soit le métier que vous avez, il y a des tâches répétitives sans valeur ajoutée que l'on peut automatiser avec du pré-presse. Moi, j'ai des clients, par exemple, dans le domaine du pré-presse, dans le domaine du grand format, qui font des produits complexes. Ils font de la PLV volumique, je dirais des produits qui design en 3D, etc. Évidemment, le flux ne va pas automatiser ça. En revanche, sur ces produits, chacune des faces est imprimée. D'accord ? Et donc, ils vont coller du vinyle dessus ou imprimer directement sur ces faces-là. Ces fichiers-là, il va falloir les contrôler, les normaliser, vérifier qu'ils sont corrects d'un point de vue structure PDF, etc. Donc, quelle que soit l'activité du client, même s'ils sont sur des produits complexes à forte valeur ajoutée, il y a des tâches répétitives sans valeur ajoutée, et là, il y a du grain à moudre. Oui, donc ça c'est important. Hein. Souvent, lorsqu'on parle d'automatisation, on se concentre uniquement sur les produits standards, mais pas que. Hein. Exactement. Voilà. Et même dans un produit complexe, il y a des traitements qui sont des traitements répétitifs qui peuvent être automatisés. Le quatrième point, jamais dans le gloubi-boulga des flux, tu sombreras. Alors là, c'est une référence aux gens de mon âge, en fait. Hein. Oui, oui. Aux enfants. Oui, à Casimir. Voilà, Casimir. Exactement. Quand j'ai demandé à Laurie chez nous qui m'a fait la présentation, parce que je suis très très nul en présentation, de faire la présentation, elle me dit c'est quoi le gloubi-boulga en fait. Donc j'ai pris un vieux coup de vieux là en fait. Oui. Bon, je savais que j'étais vieux, mais là ça se. En fait, une des problématiques que l'on a quand on vend des flux, c'est que le flux, c'est un terme qui est très galvaudé. C'est-à-dire que tout le monde parle de flux. Et une des premières choses que je fais quand je vais voir un client, c'est que je définis le périmètre de nos compétences. Quand on parle de flux à un imprimeur numérique, quand moi je vais parler de flux, lui il va peut-être entendre ERP, il va peut-être entendre solution d'amalgame, il va peut-être entendre flux de suivi de production. Oui. Et en plus, chacun de ces produits parfois font un peu de traitement pré-presse. C'est-à-dire que les ERP parfois intègrent des solutions de pré-flight. Certaines solutions de suivi de production ont des outils qui permettent de normaliser les fichiers PDF d'un point de vue structure PDF. Une des premières choses que je fais quand je vais voir un client, je leur dis voilà, moi mon périmètre, c'est le flux pré-presse. C'est-à-dire c'est quoi le flux pré-presse? C'est la gestion de l'embarquement des fichiers, l'association d'un fichier avec des variables de production, des métadonnées, d'accord? Comment on va traiter le fichier? Deuxième point, c'est le pré-flight, c'est-à-dire qu'on va contrôler les fichiers. Troisième point, c'est la normalisation, c'est-à-dire on va corriger les erreurs que contiennent certains PDF. Le flux est capable de le faire, il ne le fera pas pour tous il n'est pas capable de corriger toutes les erreurs, mais toutes les erreurs standards, il va le faire, il va normaliser les fichiers. Et ensuite, on va créer un PDF de prod. C'est-à-dire qu'en fait, on va appliquer une recette de fabrication qui permet de rendre le fichier du client conforme au produit qu'il veut qu'on lui imprime. Typiquement, quand je veux imprimer un kakémono, je vais rajouter 2 cm en haut, 3 cm en bas pour que ça tienne dans le châssis qu'utilise l'imprimeur. D'accord ? Ça, c'est
la génération d'un PDF de prod. Et la dernière étape, c'est la validation, la génération et la validation d'un BAT, d'un bon à tirer, pour que le client valide le fichier qui a été traité par le flux. Donc, ça, c'est le périmètre, pour moi, de l'automatisation pré-presse. L'onboarding, le pré-flighting, la normalisation, la génération d'un PDF de prod et la génération et la validation d'un BAT. Voilà. Ensuite, il faut que cet outil-là, il se connecte avec d'autres solutions. Il se connecte avec un ERP, qui se connecte avec éventuellement derrière un logiciel qui va gérer l'amalgame, un RIP, etc. Mais j'essaye d'être le plus précis possible quand j'adresse une demande client en disant, voilà, mon périmètre, c'est je vous génère un PDF de prod prêt à imprimer. Ensuite, l'optimisation de la mise en production de ce PDF de prod, le suivi de ce PDF de prod dans l'atelier, c'est pas mon métier. On a d'autres outils pour faire ça, mais mon périmètre, c'est le PDF, c'est le flux pré-presse. Pardon, juste une petite question, parce que comme tu dis à juste titre, donc le flux jusqu'à l'épreuvage, en principe, hein, pour que s'il y a le BAT, bon, ça suivra son cours dans la prod. Je suis d'accord avec vous. Mais donc au niveau de l'épreuvage de nos jours, bon, tout le monde essaie de faire ça online, hein, donc d'essayer d'avoir en fait le bon à tirer, voilà, sans qu'on doit encore imprimer la feuille, bien que des bureaux souvent demandent quand même encore de l'épreuvage, je dirais papier. Donc, quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'on est déjà bon? Je sais qu'il y en a beaucoup entre nous, hein, notamment dans tout ce qui est donc la mise de bons à tirer par des systèmes intégrés, bien évidemment, qui l'envoient par Internet pour faire approuver par le client. Mais le pourcentage chez vous, ce que vous voyez donc dans la pratique toujours, dépendamment de quel type d'entreprise, est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup qui utilisent, je dirais, l'épreuve papier? Alors, très peu, ça dépend des métiers, hein. Très clairement, ça dépend si vous faites du PAC, si vous êtes agence de com, etc. En fait, j'aurais dû expliciter ce que j'appelais BAT. En fait, dans le domaine du grand format, le BAT, c'est en fait un fichier PDF avec le PDF de prod prêt à imprimer. C'est-à-dire que c'est juste, c'est pas du tout une épreuve papier en fait. C'est juste le PDF de prod qu'il faut valider en fait au client. Et en général, un imprimeur numérique grand format classique, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ça en fait par mail à son client. Donc avec les problématiques liées à ça, c'est en fait il ne maîtrise pas du tout l'outil qui est utilisé en fait par le client pour ouvrir ce fameux PDF. Donc c'est pour ça qu'on a nous des solutions de validation en ligne de BAT qui permettent de contrôler la façon dont le PDF est affiché et d'être sûr que ce que voit le client, c'est bien le PDF de prod qui a été validé. Donc quand je parle de BAT, je parle de bons à tirer fichier en fait, pas du tout d'épreuvage. L'épreuvage dans le grand format, on a certains clients qui font de l'épreuvage, c'est plutôt des gens qui travaillent qui reçoivent encore des épreuves, c'est plutôt les gens qui travaillent pour des marchés assez haut de gamme, le luxe, gérer la cosmétique, etc. Et lorsque des clients s'intéressent justement à l'automatisation, vous ne recevez pas de leur part un cahier des charges? Il n'y a pas un… Ça dépend des clients. C'est-à-dire qu'on a des clients qui ont une vision très claire de ce qu'ils veulent faire. C'est des gens qui sont déjà structurés, etc. Il y a pas mal de clients qui savent qu'ils doivent industrialiser leur process, qui ont le sentiment qu'il faut passer des arts graphiques à l'industrie graphique, parce que c'est cela la problématique de nos clients. Oui. Mais très souvent, ils ne savent pas par où commencer. Et alors moi, c'est aussi mon intérêt, mais je pense que le fait de déjà commencer à automatiser la partie pré-presse, c'est en général le service sur lequel on a le plus de gains de productivité qui peut se faire extrêmement rapidement. C'est-à-dire que c'est là où il y a le plus
Oui. S'il y a des erreurs au niveau du pré-press, c'est des allers-retours incessants avec la prod, Oui. c'est des allers-retours incessants avec le client, c'est des retirages, des réimpressions, des problèmes de colorimétrie, des problèmes de transparence, des problèmes de surimpression. Et là, très clairement, le fait de mettre en place une solution d'automatisation pré-press en commençant par les produits les plus standards, par les tâches les plus répétitives, les plus chronophages, le gain, il est rapide chez le client. Tout à fait. Je vais passer au 5e commandement. Devant l'absence de nomenclature produit et de métadonnées, tu fuiras. Alors, ça, c'est quand on parle de flux à un client, il dit ouais, c'est génial, votre truc, ça peut tout automatiser. Ça peut tout automatiser si on a des variables, si on a de l'information. D'accord ? Et c'est ça la problématique. C'est-à-dire que, mis à part certains clients, je vous parlais de clients industriels. Un client industriel, lui, il a un ERP qui lui génère un OF, un ordre de fabrication, et dans cet OF, il y a toutes les informations qui permettent de savoir qu'est-ce qui va être imprimé, comment, dans quelle quantité, avec quel type de finition, etc. Parce que c'est leur métier. Eux, ils ont déjà ça. Ils ont une nomenclature produit et ils savent, ligne de produit OF par OF, ligne d'OF par ligne d'OF, ce qu'ils doivent produire. Donc, ils sont très structurés. Oui. En revanche, si je vais voir un imprimeur numérique grand format ou un imprimeur, je dirais même moyen format, rares sont ceux qui ont une nomenclature produit. Rares sont ceux qui ont, de manière structurée, dans une base de données quelconque, les variables qui permettent de savoir comment un fichier doit être imprimé. D'accord ? Donc ça, il faut que le client ait une réflexion par rapport à ça. Il faut qu'il réfléchisse à une nomenclature produit. Il dise voilà, quels sont les produits sur lesquels qui représentent le plus de temps en traitement pré-presse et sur lesquels les traitements peuvent être automatisés. Donc définir, moi j'imprime de la bâche. Quand j'imprime une bâche, est-ce que j'ai plusieurs types de bâches, par exemple avec un œillet aux 4 coins, un œillet tous les X centimètres, un renfort haut et bas, etc. Donc ça, c'est ce que j'appelle définir une nomenclature produit. Oui. Et ensuite, il faut, pour qu'on puisse automatiser, qu'on récupère les variables de production. C'est-à-dire comment le fichier doit être produit. Quand je vous donnais l'exemple du kakemono, pour que le flux sache qu'il doit rajouter 2 cm en haut et 3 cm en bas sur un fichier pour en faire un PDF de prod, il faut que le flux, on lui dise, in fine, le produit final, c'est un kakemono qui est monté sur tel type de châssis. Ça, il ne peut pas le deviner. Et donc ça, c'est ce que j'appelle la nomenclature, avoir une nomenclature produit, savoir les différents types de kakemono, les différents types de bâches, et également les métadonnées. Et ces métadonnées, elles peuvent venir de sources très différentes. Si on prend par exemple un client qui a soit un pure player Web2Print, soit un client qui a un site Web2Print. Quand un client va passer commande sur son site Web2Print, il va choisir un produit, donc un produit parmi une nomenclature, parce que ces produits sont définis sur le site web, et des paramètres de production. Il va choisir en fait le nombre d'exemplaires, le type de support, etc. Donc le Web2Print va nous générer les métadonnées. Donc nous, on va les récupérer en sortie du Web2Print. Exactement. Ça, oui. Ça arrive. Si le client a un ERP dans lequel il a défini une nomenclature produit et sur chaque commande qu'il reçoit et chaque ligne de commande, il a un descriptif précis de ce que veut le client et non pas une zone de commentaires en disant merci Coco de m'imprimer 3 bâches, virgule, en 3 exemplaires pour demain matin 10 heures. Ça, un flux, c'est pas géré. En fait, le flux, il a besoin d'une date de livraison, d'un nombre d'exemplaires, d'un type de support, du type de produit, des finitions, etc. Donc ça, il faut que le client, il est dans son ERP. Okay, et parmi la majorité de nos clients, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas d'ERP. Donc nous, en fait, on a dans les solutions qu'on a mis en place, des solutions qui permettent d'injecter des ERP. En fait, on a des solutions de formulaire qui permettent au client de créer en fait il va prendre son fichier PDF, il va le glisser dans un formulaire, il va sélectionner le type de produit, le type de finition, le nombre d'exemplaires, etc. Et ensuite, ça va permettre de piloter le flux. Donc même un client qui n'a pas de RP, nos solutions de génération en fait de métadonnées, les fameux formulaires dont je parle, en fait, ils permettent de définir les informations dont a besoin le service pré-presse
d'automatiser le service pré-presse. Et quand le client mettra en place un ERP, il saura exactement quelles sont les métadonnées dont il a besoin dans son ERP pour pouvoir gérer l'automatisation au niveau du service pré-presse, puisqu'il aura défini ça dans son formulaire. C'est pour ça que je dis à mes clients, même si vous n'avez pas d'ERP, si vous avez un projet de mettre en place un ERP, vous pouvez d'ores et déjà automatiser la partie pré-presse, parce que ça peut se faire en parallèle. Ou déjà, vous allez gagner beaucoup de temps avant de mettre en place l'ERP, parce que mettre en place un ERP, tout le monde le sait, c'est frustrant, c'est long, c'est complexe, parce que ça s'adresse à l'ensemble des services d'une société. Tout à fait. Mais ça, c'est intéressant parce que ça, ce que nous avons mis en avant ces derniers jours sur l'importance de l'interconnectivité qu'il y a entre les différents systèmes. C'est vrai, donc une des questions que vous avez répondu, Hervé, c'est est-ce qu'il faut commencer par aborder un ERP, puis après réfléchir à l'automatisation pré-presse, ou est-ce qu'on peut se permettre également d'automatiser en pré-presse sans avoir un ERP? Vous dites oui, donc c'est possible. Savoir qu'en France, il n'y a pas énormément de ERP, en tout cas pour les imprimeries. Il y a quelques solutions. Surtout des systèmes MIS, je pense. Surtout des systèmes MIS, voilà. Qui sont souvent, en fait, quand vous interrogez un imprimeur numérique, il a EBP, Sage. Et en fait, c'est pas des produits qui sont du tout structurés pour industrialiser les process. En fait, en général, c'est assez rare qu'ils aient une nomenclature. Donc, en fait, c'est souvent dans le devis client, c'est entre guillemets une zone commentaire avec un prix, en fait. Et Hervé, à votre avis, les sociétés qui n'auraient donc pas encore du paramétrage de fait, combien de temps estimez-vous? Bien évidemment, ça dépend d'entreprise, mais en général, en moyenne, parce que ça prend quand même pas mal de temps pour paramétrer et justement de remplir vos fiches. Et ce qui m'intéresse quand même, c'est que pour ceux qui l'auraient pas encore, un trajet comme ça prend combien de temps pour avoir une idée, plus ou moins? En fait, en moyenne. C'est ce que je dis souvent à mes clients, l'automatisation, ça ne s'arrête jamais. En fait, je veux dire pour débuter. Ce que je dis à mes clients, nous on parlera de la façon dont on vend nos solutions, c'est le 8e commandement. Mais ce que j'indique à mes clients, c'est de dire, OK, quelles sont les tâches qui vous prennent le plus de temps et qui sont le plus simples à automatiser? On commence par ça, d'accord? Moi, j'ai des clients qui me disent, en fait, on fait de la bâche en longueur de journée. Commençons par les bâches. Okay. Donc, au début, on va juste contrôler les bâches. On va juste vérifier que, par exemple, le format est homothétique quand on imprime une bâche. C'est-à-dire que le client ne vous a pas donné un A4 pour faire une bâche qui est en longueur, par exemple. Okay. Et ensuite, on va affiner les traitements en rajoutant dans notre formulaire de saisie de métadonnées des paramètres qui vont nous permettre d'avoir un contrôle de plus en plus précis sur le fichier client et de façon à générer un PDF de façon totalement automatique in fine. Mais au début, commençons juste par préflighter le fichier et le normaliser, par exemple. Après, la génération d'un PDF de prod, ça peut être une deuxième étape. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, nous, on vend déjà, quand on vend nos solutions, on a déjà intégré à nos solutions des librairies de traitement, des fonctions en fait liées au grand format qui sont pré-paramétrées. Donc, évidemment, le client A et le client B qui impriment de la bâche, ils font tous à peu près la même chose sur la bâche. Donc, nous, on a déjà préparé ça. En fait. Oui, tout à fait. J'arrive au 6e commandement. L'humain, en automatisant, tu sublimeras. Celui-ci est important. Oui, c'est la suite de la réflexion qu'on avait au départ, c'est-à-dire de dire quand on va voir une équipe PAO et qu'on leur dit voilà, nous on va automatiser vos process. En fait, la principale réaction c'est waouh, je vais pas le faire. Enfin, moi, je vais surtout pas pousser ça parce que je n'ai pas mon job en fait. Oui. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que tous les clients chez lesquels on a mis en place des solutions d'automatisation, le service PAO, ils sont ravis. C'est-à-dire que si vous arrêtez le flux chez eux, ils hurlent. Pourquoi ? Parce qu'en fait,
ils font enfin des tâches intéressantes. Enfin, ils vont traiter les fichiers pré-presse. Là, on a besoin d'intelligence humaine. Le fait de prendre un fichier, de l'enregistrer, de le mettre à tel endroit, avec une nomenclature, avec le nom de la commande du client, faire fichier enregistré, etc., ça n'a aucun sens. Ça n'a pas d'intérêt. En revanche, traiter ce que le flux ne peut pas traiter, faire des corrections avancées sur les fichiers, parce que le flux n'arrivera jamais à tout traiter. Hein, et on n'a pas la prétention de le dire. Attendez, il n'y a plus d'humain, en fait. Hein, c'est pas vrai. Ça. Heureusement qu'il en faut de l'humain. Ça, c'est la première chose. Donc, les tâches que font les personnes à la PAO, une fois qu'on a automatisé, elles sont beaucoup plus intéressantes. Et puis, d'autre part, ces personnes-là, ce qu'on constate souvent chez nos clients, c'est que les personnes qui font des tâches d'exé chez nos clients imprimeurs numériques, c'est pas les gens qui sont formés à l'exé, c'est des graphistes, c'est des créatifs, c'est des gens qui aiment créer, en fait. Et ces tâches-là, ça les intéresse pas. En fait, eux, ce qu'ils aiment, c'est créer de nouveaux produits, inventer de nouvelles choses, etc. Et nous, on a plein de clients qui, parce qu'ils ont délesté de tâches répétitives sans valeur ajoutée leur service PAO, se sont dit, OK, en fait, chez tous mes clients, il y a toujours un produit qu'ils ont, en fait, qui fait leur spécificité, leur espèce de petit bijou là, qui disent voilà. Et ben en fait, ils vont travailler sur ce bijou là, ils vont le peaufiner, ils vont décliner la gamme, ils vont trouver de nouveaux produits. Plutôt que d'envoyer des BAT manuellement à un client, et ben ils vont peut-être travailler sur la définition d'un nouveau produit qui sera un produit à forte marge, à forte valeur ajoutée, plutôt que de faire des tâches répétitives. Donc c'est pour ça que je dis que l'automatisation, c'est pas la robotisation d'une usine, c'est juste de dire on vous délaisse de tâches, on vous délaisse des tâches en fait sans valeur ajoutée et on vous permet de faire ce qui vous intéresse. Oui, et ce que vous m'avez dit également, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que votre démarche est de faire vraiment un transfert de compétences. Hein, lorsque vous proposez ou vous avez une réflexion avec les équipes justement sur les actes, les parties à automatiser, lorsqu'il y a l'implémentation de solutions, c'est pas vos équipes qui mettaient en place, mais un réel transfert de compétences auprès du personnel de l'entreprise. Ouais, on peut en parler tout de suite, hein, c'est le 8e commandement, en fait, c'est ce que j'appelle sur un Master Jedi, tu t'appuieras. En fait, Pixeltech, nous, on est un revendeur à valeur ajoutée. On vend du logiciel, on développe pas. D'accord? Et donc, on est une équipe relativement réduite, hein, au niveau du flux. Moi, j'ai 2 personnes dédiées sur la formation, le déploiement, le support au niveau des flux. Si ces 2 personnes-là, elles passent leur temps à déployer à développer des flux pour nos clients, moi, je peux plus vendre. C'est hyper frustrant. Hein, moi, j'adore vendre. Hein, voilà. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire à nos clients, nous, en fait, on vous vend une solution, d'accord ? On vous forme à l'utilisation de cette solution-là. Alors, évidemment, avec notre expertise, un certain historique, les fameuses librairies qu'on a déjà développées, les fonctionnalités qu'on a déjà intégrées dans les solutions qu'on déploie, pour leur permettre d'aller plus vite. On forme 1, 2, 3 personnes dans la société, et ces personnes-là, ça sera les Master Jedi du flux. C'est eux qui vont commencer à automatiser. D'accord ? Évidemment, avec notre support, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'aide pour paramétrer un flux, et ils ne savent pas comment prendre un problème, par quel bout prendre un problème, etc. Nous, on est là pour les aider, mais on n'est pas là pour leur développer des flux. D'accord ? Et c'est une des difficultés qu'on a parfois dans certaines entreprises, c'est qu'on n'a pas la bonne personne. Nous, la personne qu'on recherche, idéalement, c'est pas un informaticien, parce que nos solutions, c'est pas des solutions informatiques, c'est pas du scripting en fait, hein, c'est très visuel, etc. C'est une personne feignante. Alors moi, j'adore les personnes feignantes en fait. C'est une personne qui n'aime pas refaire 2 fois les mêmes choses. Moi, je suis pas comme ça en fait. Cédric chez nous qui développe, qui forme et qui développe sur les flux, et Pascal aussi, sont des gens, ils aiment pas refaire 2 fois les mêmes choses. Ils automatisent. Ils disent ok, bon, comment je vais faire pour faire que ce truc-là, que je vais faire X fois demain, ben je vais pas le refaire manuellement. Quoi. Okay. Donc, il faut une personne qui ait cet esprit-là. Okay. C'est une personne qui soit pas résistante au changement, qui ait envie d'avancer, pour lequel qui adhère au principe d'automatisation. Et il faut une personne qui a un esprit analytique. Ils disent, OK, quand je dois produire
ou imprimer tel produit, un kakémono, c'est quoi les étapes? Qu'est-ce que je dois contrôler sur le fichier? Qu'est-ce que je dois corriger sur le fichier? Qu'est-ce que je dois rajouter comme information sur le fichier, etc. De façon à être capable de définir quel est le process de traitement. Parce qu'en fait, un flux, c'est ça. Hein, c'est qu'est-ce que je fais étape par étape. D'accord Donc, il faut une personne qui a un esprit analytique et il faut une personne qui sache que c'est qu'un PDF. Quand on lui parle de transparence, de surimpression, de profil ISO 39L et de swap et de Euroscale, il ne regarde pas avec des grands yeux ouverts et dire wow, de quoi il me parle. D'accord Donc, et très souvent, on arrive à trouver ces interlocuteurs-là dans les sociétés. C'est pas toujours le cas. Hein. Donc, auquel cas, il nous arrive parfois. Certains clients nous disent voilà, j'ai besoin d'un flux. On leur développe le flux. Le problème, c'est que s'ils ont besoin d'un deuxième flux, ils ont besoin de nous. Quoi. Donc, voilà. Mais vous partagez, vous faites part justement aux chefs d'entreprise des ressources, hein, des compétences intéressantes pour demain, pour son entreprise, pour pouvoir continuer à être dans cette optique d'automatisation. Hein, donc, Et on trouve souvent, en fait, ce que j'ai souvent constaté moi, c'est que parmi les équipes pré-presse, il y a souvent une personne qui vient d'agréer la société, qui a une formation un peu avancée du style licence flux Pagora, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez cette formation-là, bien sûr. Flux numérique Gobelin, école Estienne, etc. Donc, c'est les gens qui sont formatés pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont cette formation-là, ils savent ce que c'est qu'un flux, ils ont cette compétence-là et cette vision. Et souvent, cette personne, au début, quand ils rentrent dans une société, c'est très difficile. C'est assez rare qu'ils trouvent un job de responsable flux numérique. En revanche, quand ils voient arriver les solutions qu'on met en place, nous on vend des solutions à base de switch et de Calas, eux ils adorent. Donc, cette personne-là, lui, il va sauter sur l'occasion parce que c'est ce qu'il aime faire. En fait. C'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que les écoles, aujourd'hui, les écoles ou les universités proposent, en tout cas sur le marché, des formations qui sont en adéquation avec les besoins du marché. Hein, Certaines. Pour moi, pas suffisamment. Je préférerais qu'il y ait je serais ravi qu'il y ait un ingénieur, ou un diplômé de Pagora, d'Estienne ou de Gobelin chez tous les imprimeurs numériques. C'est pas le cas. Oui. Mais bon, en tout cas, les écoles. C'était une de mes interrogations. Est-ce que les écoles comme Estienne ou Pagora mettaient en place des formations au sein de leur école qui répondent justement aux besoins du marché? On en trouve. Oui, après, moi, ce que je dis aussi souvent après, bon, si mon client n'a pas cette ressource-là, il faut je conseille aux chefs d'entreprise de faire un recrutement dans ce sens. Après, une bonne démarche, ça peut être l'alternance. C'est-à-dire de prendre un alternant issu de ces écoles-là qui va commencer justement à mettre en place l'automatisation avec un coût qui est relativement moindre pour la société. Exactement, hein, et c'est très mis en avant à l'heure actuelle. Ouais. Le 7e commandement, la relation client de ton prospect, tu ne changeras pas. Bon, souvent, en fait, mes clients ils me disent oui, mais moi, c'est bien votre truc, c'est totalement automatisé, etc. Mais en fait, moi, je ne fonctionne pas comme ça avec mes clients. Moi, j'ai besoin, quand il y a un problème sur un fichier, que ça soit le commercial qui appelle le client. Parce que ce client-là, il est stratégique pour moi. Je ne veux pas qu'il reçoive un mail automatique de votre flux en disant, avec un rapport de pré-flight, que le type ne comprendra pas, en disant, voilà, désolé Coco, je ne peux pas imprimer, quoi. Okay. Moi, ce que j'explique à mes clients, c'est que moi, je ne vais pas changer la façon dont ils interagissent avec leurs clients. Si, par exemple, pour eux, c'est essentiel de garder une relation commerciale proche avec un client, de chouchouter son client, de l'avoir au téléphone pour lui dire on a bien reçu votre fichier, il y a un souci dessus. Le flux, il ne va pas envoyer le mail automatiquement au client, il va l'envoyer au responsable du compte, au commercial, pour lui dire attention, on a un problème, merci d'appeler ton client pour faire le point avec lui et lui expliquer qu'il faut qu'il refasse son fichier et qu'il y a tel type de problématique. Voilà. L'autre point aussi, ce que je dis souvent, c'est que moi, je m'aperçois, quand vous regardez des imprimeurs numériques, c'est la dernière roue du carrosse. En fait, eux, ils doivent imprimer au dernier moment, ils reçoivent le fichier la veille pour le lendemain. Et en fait, ou alors parfois, il leur arrive de recevoir un fichier 15 jours en avance. Mais comme ils sont tellement dans le rush, ils n'ont pas le temps de regarder ce fichier-là.
Donc moi, je leur dis, l'avantage de notre solution, c'est que dès que vous recevez un fichier, on va le pré-flighter. D'accord? Et on va regarder s'il y a un problème. Donc ça vous évitera la veille de l'impression d'appeler votre client pour lui dire, je suis désolé, en fait, le fichier que vous avez reçu, que vous m'avez envoyé il y a 15 jours, en fait, j'ai un problème dessus. Et le client, il comprend pas. Il dit, attendez, ça fait 15 jours que j'ai envoyé mon fichier. Voilà. Oui. Ou à l'inverse. Donc justement, c'est d'éviter ces rushs. Parce que si, effectivement, on s'aperçoit au dernier moment qu'on a un problème sur un fichier, qu'est-ce qui se passe? Comment on n'ose pas appeler le client pour lui dire, bah, désolé, en fait, il y a un problème sur votre fichier, on va régler le problème, on va corriger le problème manuellement, on va apporter une solution. C'est une personne à la PAO qui, dans le rush, va essayer de régler le problème, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que j'entends par la relation avec ton prospect, tu ne changeras pas. Moi, j'ai pas la volonté de changer la philosophie commerciale de mes clients. Ils continueront à travailler. Leur relation restera la même, mais elle gagnera en fluidité, en sérénité. Voilà. Et surtout, on évitera les allers-retours entre la prod et service pré-presse au dernier moment, parce que le fichier qu'on a reçu il y a 15 jours, en fait, personne n'a vérifié qu'il était bon, quoi. Le flux, il le fera tout seul. Oui. C'est Je important. comprends bien pardon, Yves, je comprends bien ce que vous dites, parce que dans la pratique, on voit quand même régulièrement que, comme vous dites, quand les clients reçoivent en fait un mail, donc envoyé automatique par le système dû au flux automatisé, ben, souvent, comme vous dites, soit ils ne comprennent pas exactement comment y réagir, ou bien ils font rien avec. Et voilà, et comme vous dites, j'ai quand même aussi déjà entendu que la relation qu'ils avaient l'habitude en fait de traiter avec leurs clients, ça, je dirais pas que ça disparaît un peu, mais bon, ça change quand même, hein, Alors, vu que c'est plus impersonnel maintenant, vu qu'il y a un mail qui est arrivé. mais ceci étant dit, le flux peut ne pas changer ça. Par exemple, si on prend l'exemple du BAT dont on parlait tout à l'heure, la validation de la BAT en ligne, etc. Il n'y a rien de plus insupportable pour le client de recevoir 12 relances sur un BAT. D'accord? C'est-à-dire que on peut envoyer une première relance, voire une deuxième relance, et puis si on s'aperçoit qu'on est très proche de la deadline pour l'impression, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut absolument qu'on ait la validation du BAT avant ce soir, etc., ben le troisième mail, on ne va pas le renvoyer au client, on va l'envoyer au commercial qui va appeler son client en disant attention, il faut que tu appelles ton client parce que si jamais ton client ne valide pas le BAT, s'il n'a pas pris conscience du fait que la validation du BAT bloquait le process, bah, appelle-le. Pour lui demander, dire, voilà, vous avez reçu ça, est-ce qu'il y a un souci, comment, voilà. Donc ça, c'est pour ça que pour moi, un flux, il ne change pas la relation commerciale. Il fluidifie cette relation commerciale et c'est juste une espèce de boîte noire derrière qui va traiter. Et comment on interagit avec le client, ça, c'est de la responsabilité du client. Oui, ça, c'est intéressant de rassurer en disant que l'imprimerie ou l'entreprise qui automatise garde la main, hein, et que, comme vous dites, surtout les points qui sont identifiés, qui peuvent être automatisés, eh bien, c'est de la responsabilité de l'entreprise de dire oui ou non, ou de trouver des alternatives en fonction de la culture de l'entreprise, des relations spécifiques qu'il peut y avoir avec tel ou tel client. Ça, c'est important. Moi, j'ai des clients, par exemple, qui me disent, moi, quand je reçois un fichier qui est pas bon, je le renvoie au client, point barre. C'est pas mon problème. Ça, c'est sa vision du commerce. Moi, ça me choque pas. C'est-à-dire que c'est en général des gens qui travaillent en fort volume, faible marge, et qui doivent alimenter des machines avec je dirais au maximum. C'est leur modèle économique. Je vais pas changer leur modèle économique. En revanche, je comprends bien qu'un client qui travaille dans le luxe pour un client haut de gamme, etc., qui a besoin d'interaction, d'être rassuré par rapport à une qualité d'impression, etc., bah oui, le flux, il ne va pas remplacer ça. Il va juste automatiser les contrôles, quoi. Tout à fait. Et aussi dans l'idée, parce que bon, ça c'est quand même le sujet un petit peu sur lequel, en tout cas chez Equiche, on est dessus cette semaine, donc la smart imprimerie. Je crois que c'est comme tu dis, hein, quoi que ça soit donc au pré-presse ou dans la prod ou après, il faut limiter les points de touche, hein, c'est ce que tu dis. Un mail ou deux, et bon, si c'est pas réglé à ce moment-là, bon, il faut éviter d'accroître en fait les points de touche, de perdre du temps et donc pour l'efficience de la solution. Et donc dans tout ce qui est la Smart Factory,
Bon, ça commence par les fichiers, j'imagine, hein, donc afin qu'on puisse produire. Donc, c'est quand même très important d'avoir cette vision que, bon, il faut quand même, si on veut devenir, enfin, rester compétitif et devenir un peu plus smart, mais bon, on doit commencer avec le début et voilà, éviter allez, tous les touches partout et d'éviter que ça soit trop encombrant. Et comme le dit Hervé, surtout les touches pentes, hein, qui apportent pas de valeur ajoutée. Hein. C'est vraiment, c'est pour ça que souvent, lorsqu'on parle de 4.0, ce qui est mis en avant dans la feuille de route, et Hervé l'a très bien dit, c'est d'avoir une approche lean manufacturing, c'est-à-dire le lean, c'est de cartographier, alors avec ce qu'on appelle la value stream mapping, la cartographie des flux de valeur, ce qu'on appelle, d'essayer d'avoir une cartographie de son flux et de repérer dans son flux toutes les étapes qui apportent vraiment de la valeur et celles qui n'en apportent pas. Et si elles n'apportent pas de valeur, certaines, bien sûr, quelquefois, n'en apportent pas, mais elles sont nécessaires. C'est vrai que, par exemple, le fait de corriger, il y a une correction. S'il y a une correction dans un fichier, c'est-à-dire que en amont, l'opération n'a pas été bien faite, mais le fait de faire ces corrections est importante et c'est pour ça que dans le Lean, on dit pour certaines touch points, comme tu dis, Jacques, il est important peut-être de le conserver et c'est comme cette relation avec le client. Hein, est-ce que le fait de passer du temps au téléphone avec un client pour l'informer, est-ce que ça apporte de la valeur ou pas? Donc ça, c'est vraiment à l'entreprise. Il y a uniquement l'entreprise qui peut y répondre. Hein. Tout dépend de l'importance stratégique que peut avoir le client qui l'a au téléphone. Donc ça, concrètement, ça n'apporte pas de la valeur ajoutée, mais elle est quelquefois nécessaire, hein, parce que le client est stratégique, c'est un client important, et donc voilà. Donc ça, c'est un élément important, en tout cas, à conseiller. Hein. En tout cas, c'est ce que je conseille auprès des clients que je peux accompagner dans leur optimisation. Hein. C'est d'abord, comme peut le dire Hervé, c'est d'avoir une réflexion sur l'ensemble de leur flux et de regarder ce qui apporte de la valeur ajoutée et non, pour faire en sorte que lorsque les hommes et les femmes après travaillent, elles se concentrent vraiment sur ce qui apporte de la valeur. Mais Hervé, vous l'avez très bien dit dans les différents points. Et le 8e, hein, comme on l'a un peu abordé, hein, sur un Master Jedi, tu t'appuieras. Ça, pour moi, c'est important parce que ça nous permet, votre 8e commandement, et c'est vrai que cette semaine, on n'a pas encore assez abordé, c'est que cette question de la Smart Factory, eh bien, également, soulève une question importante. C'est la question de la formation, la question de la gestion des compétences, la question peut-être aussi de la formation professionnelle, la reconversion pour certains dans les entreprises, le fait d'automatiser, et je pense que Hervé, vous devez avoir quelques expériences à cet égard, des imprimeries qui ont reconverti certains des profils. Oui. Après, alors c'est peut-être le 9e commandement. Ce qui est compliqué en fait dans notre métier, c'est que vous allez voir un dirigeant, un imprimeur numérique, pour lui c'est facile d'acheter une machine. En fait, déjà c'est une machine, ça se touche quoi. C'est du concret. Et moi j'ai certains clients qui font des investissements monstrueux avec des machines de production à 500 000, 1 million d'euros, enfin des choses. Hein. Et quand je leur dis, voilà, moi j'ai une solution qui coûte 35 000, ouais, c'est vachement cher votre truc. Et je dis, ben non, c'est pas cher en fait. Vous achetez des bêtes de guerre à 1 million d'euros, mais vous n'arrivez pas à les alimenter en fait, parce que vous n'avez pas les bons logiciels, parce que vous n'avez pas mis en place les process, parce que vous n'avez pas eu cette réflexion pour les alimenter correctement. Ça, c'est en train de changer. Avec une nouvelle génération, les nouvelles générations d'interlocuteurs qu'on a, on a des nouveaux dirigeants d'entreprise ils sont plus sensibles à la notion de logiciel, etc. On a moins ce côté, ouais, votre truc, c'est comme quand on vend moi je vends beaucoup de RIP.
Ah, mais le RIP, ça coûte cher un RIP. Bah, non, un RIP qui coûte 4 000 € pour une machine qui en coûte 70 000, 100 000, 200 000, c'est pas grand-chose en fait. Donc ça, c'est en train de changer. Et nous, ça fait longtemps qu'on a cette réflexion, enfin qu'on a cette démarche d'industrialisation des process. On essaye toujours de remonter la chaîne de valeur chez nos clients. Et on sent vraiment depuis 2-3 ans que les clients l'intérêt pour l'automatisation, il est réel chez les clients. En fait, ils ont compris qu'il fallait industrialiser des process, qu'ils pouvaient plus se permettre de bosser comme ils bossaient avant, etc. Et que le passage des arts graphiques à l'industrie graphique, c'est une nécessité, mais que c'est pas forcément un mal, quoi. Oui. Et on peut essayer de combiner, et ça n'empêche pas le fait de passer des arts aux industries graphiques, ça n'empêche pas la créativité. C'est une belle chose. Voilà. C'est pour ça qu'avec Jacques, on a mis en avant ces derniers, notamment pour ce qui est de stratégie, la personnalisation de masse, de plus en plus, les clients demandent des produits individualisés, etc. Mais pour pouvoir y répondre à ces produits individualisés, comme vous le dites, Hervé, il faut automatiser pour faire en sorte que à la fois on apporte de la créativité, mais à un coût qui soit abordable. C'est ça qui est vraiment la problématique d'aujourd'hui. Hervé, en tout cas, et Jacques, merci beaucoup pour cet entretien qui a été pour moi passionnant. Vraiment, merci Pourquoi passionnant? Parce que ce que j'aime beaucoup, c'est chaque fois de pouvoir partager sur Inkish des expériences du terrain. Et c'est ce que vous nous avez apporté, Hervé. Un très grand merci. Merci à vous. Et à très bientôt. Donc, comme je vous ai fait part, cet entretien sera diffusé sur la plateforme Inkish, également sous-titré dans les différentes langues pour que nos collègues et les autres continents puissent également profiter de votre expérience, Hervé. À très bientôt. Je suis curieux de savoir comment ils vont traduire Glooby Boulga. On mettra entre parenthèses une petite... et merci pour votre humour. C'est grâce à vous, ce sujet qui pouvait paraître complexe a été beaucoup plus facile en tout cas, à digérer. Merci beaucoup, Hervé. Merci à vous. Hervé. À bientôt. À la prochaine. Au revoir.